La crise entre Kinshasa et Kigali au cœur d'une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au moment où les rebelles du M23 revendiquent la prise de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, la République démocratique du Congo a rompu ses relations diplomatiques avec le Rwanda, soutien du M23. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Le président rwandais Paul Kagame est devenu une personnalité de renommée internationale, notamment pour avoir construit un nouveau pays sur les ruines de l'ancien. Mais sa vie est non conventionnelle. Il a été un réfugié pauvre en Ouganda et un haut responsable militaire en Ouganda. La famille de Paul Kagame a fui le Rwanda au lendemain des indépendances en raison des persécutions ethniques et de la violence en 1961. En traversant la frontière vers l'Ouganda, Kagame a passé 30 ans en tant que réfugié. Il a ensuite eu une carrière militaire qui l'a impliqué dans certains des événements les plus extraordinaires et même des guerres. Paul Kagame a envahi le Rwanda pour tenir le génocide des Hutus contre leurs compatriotes Tutsis en 1994. En 1996, il soutient une invasion rebelle du Zaïre, contribuant à l'éviction du président Mobutu Sese Seko et prend une part active dans la Seconde Guerre du Congo, un conflit complexe aux enjeux géopolitiques de grande envergure. Mais au-delà des réformes économiques et de la stabilité qu'il apporte au Rwanda, son règne est aussi marqué par des accusations croissantes d'autoritarisme. Réélu à plusieurs reprises, Kagame est-il véritablement l'architecte de la paix et de la prospérité ou un dirigeant qui use de son pouvoir pour écraser l'opposition? L'histoire de Kagame est celle d'un leader pris entre la nécessité de reconstruire son pays et la lourde accusation de dictature. Une histoire où la vérité semble parfois aussi incertaine que les chemins qu'il a empruntés pour arriver au sommet. Voici à présent l'histoire de Paul Kagame. L'homme connu sous le nom de Paul Kagame est né dans une tribu Tutsi en 1957 dans un petit village à 65 km de l'ouest de Kigali, la capitale rwandaise. Le père de Kagame était un homme d'affaires prospère. Sa mère était une cousine de la reine Roséline, l'épouse du roi Mutara III. Il est juste de dire que la famille a mené une vie assez confortable selon les normes de l'époque. Leur lien avec la royauté a offert à la famille une certaine protection contre les campagnes politiques violentes périodiques. Dans ce sens, les puissances européennes dont l'Allemagne et la Belgique ont exploité les divisions ethniques au sein de la population du Rwanda, favorisant les Tutsis du pays par rapport au groupe ethnique Hutu. En 1959, alors que le Rwanda se préparait à l'indépendance de la Belgique, un incident violent a déclenché la voie du soulèvement au cours duquel des centaines de personnes ont été tuées et des milliers de déplacés forcés de fuir le pays pour rejoindre des pays voisins. Cette vague de violence a marqué le début de la révolution paysanne au Rwanda, qui a duré de 1959 à 1961. Cette période a marqué la fin de la domination des Tutsis et l'aggravation des tensions ethniques dans le pays. Au plus fort de la violence, les paysans locaux armés de machettes, de lances et de quelques fusils se déplaçaient dans les villages, allumant des feux aux maisons et expulsant ou tuant les résidents. C'est dans ce contexte que la famille de Paul Kagame et des dirigeants Tutsis ont été contraints de fuir le pays. À cette époque, Kagame avait 2 ans. C'est ainsi qu'en 1961, la famille a décidé de traverser la frontière vers l'Ouganda, le pays qui allait devenir leur foyer pour les 3 décennies suivantes. Après un certain temps, la famille s'est à nouveau déplacée plus au nord et est finalement arrivée dans un autre camp de réfugiés, à Toro, une région située à l'ouest de l'Ouganda. Ils y sont restés pour le reste de l'enfance de Paul Kagame. La vie de réfugiés en Ouganda pour les Rwandais fuyant la persécution ethnique au début des années 60 était très dure. Les camps des réfugiés, pour ceux qui y vivaient, étaient mal équipés et rarement approvisionnés. Finalement, les réfugiés se voyaient attribuer des terres par les autorités locales ougandaises et beaucoup ont fini
par travailler comme une main-d'œuvre bon marché pour les agriculteurs locaux. Malgré ces difficultés, les exilés rwandais en Ouganda ont progressivement commencé à s'intégrer dans la société ougandaise en apprenant l'anglais et des langues locales. Bientôt, beaucoup se sont vus considérés comme des Ougandais. En même temps que les conditions politiques dans le pays d'origine restaient défavorables à un retour en toute sécurité, laissant les exilés en Ouganda condamnés dans un état de limbe à long terme. Malgré leur intégration dans la société ougandaise, les exilés rwandais, y compris Paul Kagame, étaient souvent soumis à un harcèlement, leur rappelant souvent leur statut d'étranger. Paul Kagame a fréquenté l'école primaire du district de Tora, le camp réfugié où il est. Là-bas, il a appris l'anglais dans une classe de réfugiés avant de déménager dans une école publique ougandaise à partir de 9 ans, où il a finalement commencé à se mélanger à la population locale. Les résultats scolaires du jeune Kagame étaient excellents et causaient même des problèmes administratifs aux autorités locales de l'Ouganda. Selon la réglementation, les 3 meilleurs élèves de la classe étaient qualifiés pour bénéficier d'une subvention pour aller à l'école secondaire. Mais comme il n'était pas ougandais, Paul Kagame n'était pas admissible, laissant les autorités dans la position difficile d'avoir à accorder la subvention à un étudiant avec des notes inférieures. Heureusement, Paul Kagame a bénéficié d'une aide financière via un ami de sa famille basé en Belgique qui lui a permis de poursuivre sa scolarité. Les performances académiques de Paul Kagame n'étaient pas atypiques à cette génération de jeunes réfugiés Tutsis. Ce groupe a montré à la fois un appétit et une aptitude pour l'apprentissage et les qualifications. Mais la mort du père de Paul Kagame au début des années 1970 a causé du tort à ses résultats scolaires et a également développé en lui l'envie accrue à combattre ceux qui rabaissaient la population rwandaise en Ouganda. Il a finalement été expulsé de l'école de Toro et a finalement terminé ses études sans distinction à l'école secondaire de Kampala. Pendant toute son enfance, Paul Kagame n'avait jamais pu retourner au Rwanda. Mais le jeune ressentait une curiosité croissante d'en savoir sur le pays. En 1977, Paul Kagame organise une découverte, une exploration douce du Rwanda à travers un voyage grâce à des contacts. Il voyage en profondeur dans le pays et de cette façon, il fit la connaissance du vrai Rwanda. Paul Kagame a revisité le Rwanda en 1977 et cette fois, il n'a pas pris le risque de traverser directement la frontière. Le Rwanda était calme pendant ces années. Le jeune Juvenal Habyarimana avait pris la direction du pays à cette époque. L'idée de retourner au Rwanda et de s'impliquer dans le processus politique était désormais fermement baptisée dans l'esprit du jeune Kagame. Parmi les recrues de la rébellion engagée par Yoweri Museveni en Ouganda se trouvait un ami d'enfance de Paul Kagame, Fred Rwigema. Cette rencontre va impulser sa vision. Paul Kagame et d'autres réfugiés modernes ont prêté allégeance à Yoweri Museveni, qui est devenu membre du cabinet du gouvernement de transition de l'Ouganda. Là-bas, il a été formé comme espion. Au début de 1981, l'armée de résistance nationale, la NRA, a lancé sa première frappe militaire contre le gouvernement ougandais. Paul Kagame faisait partie de ce petit groupe de 27 guerrieros de Yoweri Museveni. L'Ouganda s'engloutit aussitôt dans une guerre civile horrible et sanglante pendant un certain nombre d'années. Pendant la guerre civile, Paul Kagame a servi comme un officier des renseignements dans la NRA de Yoweri Museveni et son travail impliquait la collecte d'informations dans les zones rurales, un rôle central dans une guerre de guérilla. Au fil du temps, Paul Kagame est devenu militaire dans l'armée de Museveni. Si les expériences militaires et politiques du mouvement de résistance nationale de Yoweri Museveni ont permis de conquérir et libérer l'Ouganda, pour Paul Kagame, les exilés rwandais ne pourraient-ils pas faire de même au Rwanda? C'est pourquoi en 1987, avec les exilés rwandais, il a formé avec son ami Fred Rwigema le Front patriotique du Rwanda et l'Alliance pour l'unité. Fred Rwigema est devenu président du FPR avec Paul Kagame comme l'un de ses principaux dirigeants. Les deux hommes avaient des traits complémentaires. Paul était connu pour son sérieux et sa discipline. Fred était charismatique et était apprécié par beaucoup. Fred était connu comme un bâtisseur tandis que Kagame était méticuleux et impitoyable. Paul Kagame avait atteint des postes importants au sein du gouvernement ougandais. Yoweri Museveni savait que les préjugés contre les réfugiés ougandais grandissaient à nouveau en Ouganda. À la fin de 1989,
Yoweri Museveni a envoyé Paul Kagame suivre une formation militaire aux États-Unis. On pense que cette mission était un moyen de faire sortir Kagame du pays, puisque Museveni savait que Kagame et son ami, Fred Rwigema, planifiaient discrètement une offensive militaire au Rwanda voisin. Avec ce départ de Paul Kagame aux États-Unis, Museveni pensait que l'invasion du Rwanda par les exilés serait stoppée. Cela n'a pas empêché le Front patriotique du Rwanda FPR à faire campagne pour le rapatriement des réfugiés au Rwanda. Ce front s'est farouchement opposé au pouvoir de Juvenal Habyarimana. Cela occasionne les moments où le président rwandais commence à perdre son soutien en raison de la corruption, de la répression accrue et du déclin économique. Ce déclin de l'économie au Rwanda était principalement dû à la chute des prix des magasins. En août 1990, le régime de Juvenal était au bord de l'effondrement. Fred Rwigema s'est convaincu que le moment était venu d'essayer de le renverser. Le FPR a lancé sa première attaque depuis l'Ouganda à la fin de 1990, déclenchant ce qui devait être une guerre civile de 4 ans. Malheureusement, cette invasion en octobre a été un désastre. Rien ne s'est passé comme prévu. Fred Rwigema a été tué le deuxième jour de cette attaque, laissant derrière lui des officiers offusqués et démoralisés. L'invasion a entraîné la France et d'autres pays. La France, la Belgique et même le Zaïre voisin de Mobutu ont envoyé des troupes pour aider le régime de Habyarimana. Le 4 octobre, la France avait envoyé 150 soldats. Suite à la mort de Fred Rwigema, Paul Kagame revint vite des États-Unis et prit la tête de cette organisation. À la fin de 1991, Paul Kagame avait réussi à transformer le Front patriotique du Rwanda FPR et son aide militaire en une force de guérilla disciplinée d'environ 5000 hommes. La campagne a donné un certain succès et les forces de Kagame ont réussi à prendre le contrôle d'un territoire croissant contre toute attente. Bien que capable d'organiser des raids éclairs dans les zones du nord du Rwanda, le FPR avait gagné peu de soutien populaire. Les pourparlers de paix engagés n'ont pas donné grand chose, mais ont abouti à un accord entre le FPR et le gouvernement signé en août 1993, dont l'accord d'Arusha. Cet accord prévoyait un gouvernement de transition à large assise qui inclurait le FPR. Le génocide des Tutsis au Rwanda se déroule du 7 avril au 17 juillet 1994. Ce génocide s'inscrit historiquement dans un projet génocidaire latent depuis plusieurs décennies, à travers plusieurs phases de massacres de masse, et stratégiquement dans le refus du noyau dur de l'État rwandais de réintégrer les exilés Tutsis, objet de la guerre civile rwandaise de 1990-1993. Cette guerre commencée en 1990 opposait le gouvernement rwandais constitué de Hutus, soutenu par la France, par l'opération Noroi au Front patriotique rwandais, accusé par les autorités de vouloir imposer par la prise du pouvoir le retour des Tutsis exilés dans leur pays. Les accords d'Arusha signés en août 1993 qui prévoyaient cette réintégration afin de mettre fin à la guerre n'étaient encore que partiellement mis en œuvre à cause de la résistance du noyau dur du régime Habyarimana. L'assassinat du président rwandais le 6 avril 1994 déclenche le génocide des Tutsis par les extrémistes Hutus. La commission indépendante d'enquête mandatée par l'ONU lors du génocide de 1994 au Rwanda estime qu'environ 800 000 Rwandais à majorité Tutsi ont perdu la vie durant ces 3 mois. Ceux qui, parmi les Hutus, se sont montrés solidaires des Tutsis ont été tués comme traite à la cause Hutu. D'une durée de 100 jours, ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire et celui de plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Le 8 avril 1994, un nouveau gouvernement intérimaire est formé avec à sa tête le président Théodore Sindi Kubwabo. Le FPR de Kagame a rejeté la légitimité de ce gouvernement intérimaire et a repris le combat. Le 12 avril 1994, les troupes du FPR ont envahi Kigali. Les mois suivants ont vu une vague d'anarchie dans laquelle l'armée et les groupes de milices Hutus ont joué un rôle central. Après d'intenses combats, le FPR a saisi Kigali et le gouvernement intérimaire a fui vers le nord puis vers l'ouest. Terrifiés et traumatisés par les représailles, presque 1 million de Hutus ont fui la région. De nombreux soldats du FPR ont également perpétré des meurtres en représailles, mais leur leader Paul Kagame a déclaré qu'il ne soutenait pas ces meurtres. Une fois le génocide terminé, le pays du Rwanda a dû faire face à des années de réconciliation et de redressement.
Le jugement des personnes responsables des actes de génocide était prioritaire, tout comme la promotion de l'unité nationale et la reconstruction de l'économie du pays. Un gouvernement de transition d'unité nationale a été établi le 19 juillet 1994 avec le pasteur Bizimungu comme président et Paul Kagame vice-président. Bien que le pasteur Bizimungu ait été placé dans la position du président, Paul Kagame détenait le véritable pouvoir au Rwanda. En 1995, les réfugiés Tutsis en Ouganda ont commencé à retourner au Rwanda. C'était la première fois qu'il remettait les pieds sur le sol rwandais depuis plusieurs années. Le pasteur Bizimungu a démissionné de son poste de dirigeant du pays en 2000, probablement après avoir été contraint de le faire. Il a été remplacé par Paul Kagame. Il prête serment le 22 avril 2000. Il demeure jusqu'à présent, après plusieurs réélections président du Rwanda. C'est la fin de notre vidéo sur l'histoire de Paul Kagame. Merci et à la prochaine. Située à plus de 60 km de Goma, la localité de Bambo dans le nord Kivu a été vidée de ses habitants. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Au cours des 2 dernières décennies, les provinces orientales de la République démocratique du Congo ont malheureusement servi de théâtre à des activités rebelles déstabilisantes. Parmi ces groupes, le mouvement du 23 mars, plus communément connu sous le nom de M23, se distingue, émergeant comme l'un des plus préoccupants parmi plus de 100 groupes armés qui opèrent dans cette région. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Le pouvoir central refuse de négocier avec les insurgés. Kinshasa accuse le Rwanda voisin d'être à l'origine du soulèvement. L'armée congolaise aurait d'ailleurs procédé à des tirs au-delà de ses frontières. Située à plus de 60 km de Goma, la localité de Bambo dans le nord Kivu a été vidée de ses habitants. Mercredi, pris de panique par des tirs de mortier et des rafales d'armes. À en croire cet habitant, les rebelles du M23 ont repris le contrôle de cette localité. Certaines perspectives considèrent le M23 comme une manifestation de l'exaspération populaire face à un gouvernement dysfonctionnel, corrompu et aux abus persistants. Une frustration historiquement ressentie par les Congolais d'origine rwandaise. Cependant, une autre interprétation soutient que le M23 s'inscrit dans la lignée de mouvements rebelles antérieurs ayant des liens étroits avec le Rwanda. Cette dualité d'opinion alimente le débat sur les véritables motivations et influences qui sous-entendent ce mouvement rebelle. Plongeons dans une enquête approfondie à travers une vidéo documentaire examinant les racines profondes des rebelles du M23 au Congo. Au fil des séquences, nous explorerons les origines historiques, les connexions régionales et internationales, ainsi que les facteurs sociopolitiques qui ont façonné l'évolution de ce groupe rebelle dévastateur. En mettant l'accent sur une analyse approfondie, cette vidéo vise à offrir une compréhension éclairée des dynamiques complexes qui contribuent à l'instabilité persistante dans cette région sensible de l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo a subi des conflits après l'effondrement du Zaïre. Au début des années 1990, les conflits régionaux, notamment la longue guerre civile en Angola et les conséquences du génocide rwandais. Les premiers conflits du Congo ont vu la dictature de Mobutu, qui a duré des décennies et qui a été renversée par une puissante coalition rebelle largement basée dans l'est du pays. Mobutu a été remplacé par Laurent Désiré Kabila,
un vétéran rebelle largement considéré comme un allié au service des intérêts rwandais et ougandais. La deuxième guerre du Congo, qui a commencé vers 1998, a été déclenchée lorsque Laurent Désiré Kabila a refusé d'être contrôlé par le Rwanda et l'Angola. Pendant cette période, une coalition rebelle connue sous le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, est née avec ses racines dans l'est du pays. Encore, l'Ouganda a de nouveau parrainé un groupe rebelle distinct, le Mouvement pour la libération du Congo, dirigé par l'ancien homme d'affaires Jean-Pierre Bamba, devenu vice-président de la RDC à la suite de l'accord de Luanda en 2002. Les autres voisins de la République démocratique du Congo, qui étaient cette fois s'y rassemblés sous la bannière de la Commission de développement de l'Afrique australe, sont intervenus pour protéger l'administration de Kabila et également aider l'administration congolaise largement dysfonctionnelle. En 1999, ce conflit était dans une impasse avec la mission des Nations Unies déployée pour surveiller les lignes de front. En outre, les relations entre le Rwanda et l'Ouganda se sont rompues au point que leurs forces armées sont battues pour le contrôle de la ville stratégique et économique de Kisangani en RDC. Le groupe rebelle du RDC, Rassemblement congolais pour la démocratie, s'est divisé en une aile soutenue par le Rwanda, RCD Goma, et une aile soutenue par l'Angola, le RDC Kisangani, au mouvement de libération KML. Il y avait d'autres groupes rebelles impliqués dans des conflits à différents moments, parmi lesquels des groupes de la milice locale d'autodéfense collectivement connus sous le nom Mai Mai, exclusivement alliés au gouvernement. Il y avait également les RCD national, un groupe dissident du RCD KML en plus des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, le FDR, un groupe rebelle Hutu, également basé dans l'Est du Congo et comprenant certains acteurs du génocide rwandais de 1994. Parmi tous ces groupes, le RCD Goma, en tant que plus ancien et l'un des plus puissants groupes, représente le RCD face aux différents autres groupes séparatistes qui en sont issus. Le Rwanda devient le premier support du RCD, transférant ainsi les tensions entre le Rwanda et l'Ouganda dans leurs groupes rebelles respectifs actifs au Congo. Ce groupe avait son emprise sur les provinces du nord, du sud Kivu et la ville de Goma, lesquelles zones ont rapidement évolué d'une station balnéaire tranquille au bord d'un lac pour devenir le centre commercial et politique de la rébellion. Au milieu de ces chaos, Laurent Désiré Kabila a été assassiné en 2001 et son fils Joseph Kabila lui a succédé. Pour trouver une solution durable à ces conflits internes, un processus de paix a eu lieu. En grande partie sous la direction de l'Afrique du Sud, les accords de paix de 2002 ont finalement abouti. La transition au Congo a culminé avec les élections de 2006 qui ont été remportées par Joseph Kabila. Malheureusement, ces résultats n'ont pas été acceptés par une proportion significative des principaux groupes rebelles. Par conséquent, une puissante faction rebelle, les unités du RCD Goma qui avaient refusé d'intégrer l'armée nationale, ont de nouveau lancé une rébellion en juillet 2006. Ces combattants du RCD Goma avaient été reconstitués en Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, sous la direction du général Laurent Nkunda, un officier de l'armée régulière appartenant à l'ethnie Tutsi. Il entre dans les années 2000 en rébellion ouverte contre les autorités politiques et militaires installées en Kinshasa. Laurent Nkunda avait auparavant servi dans le Front patriotique rwandais, le FPR, la force rebelle qui a déposé le gouvernement qui a perpétré le génocide de 1994. Laurent Nkunda servira plus tard dans la coalition rebelle soutenue par le Rwanda qui a installé Laurent Désiré Kabila comme président de la République démocratique du Congo. L'un des hommes clés de Laurent Nkunda était Bosco Ntaganda, un Tutsi rwandais. Bosco Ntaganda a également combattu aux côtés du Front patriotique rwandais au début des années 1990. Il a été un acteur clé dans divers conflits en 1994. Grâce à ses actions, la région des Grands Lacs a été particulièrement connue lors des violences intercommunautaires d'Uturi en 2002 qui ont brièvement menacé d'atteindre des proportions génocidaires. Alors que ce conflit se poursuivait, la mission de l'ONU, désormais devenue une opération de maintien de la paix à part entière, où le FDC du Congo était incapable d'arrêter Bosco Ntaganda et son CNDP de reprendre le contrôle d'une proportion significative du territoire de l'ancien RCD Goma, y compris des sites miniers et des routes commerciales.
Après d'intenses combats et de pourparlers de paix avortés, le général Laurent Nkunda a été destitué par son adjoint Bosco Ntaganda. En janvier 2009 et le 23 mars de la même année, les rebelles du CNDP et le gouvernement ont signé un accord de paix prévoyant l'intégration du CNDP dans le FDC, Force de défense congolaise. Malgré l'accord, le CNDP a continué à maintenir une chaîne de commandement parallèle et des unités n'ont jamais été pleinement intégrées dans le FDC. Le conflit a éclaté de nouveau en avril lorsque des ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l'armée congolaise dirigée par Bosco Ntaganda se sont mutinés en s'annonçant comme le mouvement du 23 mars M23. Ce groupe rebelle a été nommé d'après l'accord du 23 mars 2009 qui, selon ses partisans, n'avait pas été honoré par le gouvernement congolais. À ce stade, il est important de souligner que le CNDP et maintenant les rebelles du M23 s'appuient sur l'affirmation selon laquelle il représentait les griefs particuliers légitimes des Congolais d'origine rwandaise, notamment les Tutsis et d'autres qui au fil des années ont été soumis à une menace accrue de violences génocidaires. Le M23 dit que son mandat comprend également la protection de ces groupes contre la violence, en particulier de la part des forces de libération du Rwanda, les FDLR. Ce groupe rebelle hutu-rwandais basé depuis longtemps en RTC. Le FDLR a été formé par des éléments de l'armée et des milices qui ont perpétré le génocide rwandais de 1994. Bien qu'il soit aujourd'hui beaucoup plus petit que par le passé et largement composé de recrues sans lien direct avec le génocide, les hauts dirigeants du FDLR conservent une idéologie extrémiste. Cela constitue une autre raison pour laquelle le M23 prétend se battre. Une autre raison pour laquelle ces combats du M23 ont éclaté et se poursuivent depuis des années dans l'Est du Congo est le rôle continu du Rwanda et dans une moindre mesure de l'Ouganda dans la recherche de maintenir une influence extérieure secrète et un contrôle sur les zones de l'Est du Congo. Comme protection contre les menaces émergentes du territoire congolais, en particulier celle du FDLR, et comme mécanisme de défense des avantages économiques et sécuritaires bien établis, ressentis en grande partie par une élite locale liée au Rwanda et souvent Tutsi. Cette élite avait emprunté la route pendant la domination de l'Est du Congo par le RCD Goma et comprenait le contrôle des routes commerciales, des sites miniers et de vastes zones de pâturage. La région plus large borde le Rwanda et l'Ouganda et constitue un énorme trafic de camions commerciaux transportant des marchandises du port de Kenya jusqu'à Goma et Bukavu en République démocratique du Congo. Tout ceci offre une opportunité aux M23 et aux autres rebelles de lever des fonds supplémentaires graves à une fiscalité informelle. Gardez à l'esprit que cette région est également riche en termes de ressources naturelles. Certains des combats portent sur le contrôle des vastes ressources naturelles de l'Est du Congo, notamment les diamants, l'or, le cuivre et le bois. Le pays contient également du cobalt nécessaire aux batteries pour alimenter les téléphones portables et autres appareils électroniques. Lorsque le M23 a commencé les combats en 2012, il a rapidement établi le contrôle de certaines des zones qui étaient autrefois le territoire du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Bien que ces forces de combat aient été beaucoup plus petites, les rebelles du M23 ont vaincu la force de défense du Congo, FDC, en novembre 2012. En 2012, les rebelles du M23 ont détenu Goma pendant 10 jours avant de se retirer volontairement sous la pression internationale. Malgré leur objectif proclamé, les rebelles du M23 ont perpétré des violations des droits de l'homme contre des civils, y compris des Tutsis, de manière plus notoire lorsqu'ils ont occupé Goma. Cependant, dans les mois qui ont suivi le siège de Goma, le M23 a été déchiré par des luttes de pouvoir et des conflits internes. Il a également été considérablement affaibli après que son chef, Bosco Ntaganda, s'est rendu à la Cour pénale internationale dans un effort apparent pour fuir les guerres intestines. En 2013, a déclaré le Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé une brigade offensive sous le mandat de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en RDC. MONUSCO a été efficace dans son soutien à l'armée congolaise et cette même année, 2013, le M23 a annulé sa campagne depuis sa défaite militaire en 2013.
Le M23 est resté dominant pendant près d'une décennie jusqu'à la fin de 2021, date à laquelle il a de nouveau intensifié ses attaques. Dans ce cas, le groupe affirme avoir été soudainement attaqué par l'armée congolaise après que Kinshasa ait déclaré la loi martiale dans les provinces du Nord Kivu en mai 2021 contre tous les groupes armés qui ne participeraient pas volontairement à un nouveau programme de démobilisation. Dans la résurgence actuelle, le M23 est militairement plus fort que par le passé. Elle fonctionne de plus en plus comme une armée conventionnelle, s'appuyant sur des équipements beaucoup plus sophistiqués que par le passé. Des sources ont laissé entendre que le M23 est actuellement capable de fonctionner 24 heures sur 24 grâce à des dispositifs et équipements de vision nocturne. Le M23 dispose également d'armes à plus longue portée telles que les mitrailleuses. Tout cela laisse supposer que cet équipement aurait été fourni par une armée organisée en guerre. C'est pourquoi les services de sécurité rwandais sont soupçonnés de soutenir le M23. Il est également important de comprendre que l'armée nationale congolaise est extrêmement dysfonctionnelle. Des soldats paient une indiscipline endémique et des habits envers la population civile plutôt que de traiter efficacement les groupes armés. L'armée congolaise a été accusée à plusieurs reprises de collaborer avec les groupes armés, notamment dans le commerce des ressources illicites. Le conflit persistant dans le territoire oriental du Congo a provoqué une tension entre la RDC et le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi a accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir le M23. Une allégation que le Rwanda a niée à plusieurs reprises. Cette accusation soutenue par l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis. Un rapport des Nations Unies de 2022 a indiqué que les forces de défense rwandaises sont en partie responsables de la renaissance du M23 en fournissant à la fois un soutien militaire et opérationnel. Le Rwanda a accusé le Congo de soutenir une fois de plus les milices extrémistes Hutus. Les tensions entre les deux pays ont été exacerbées lorsque le Rwanda a tiré le 24 janvier 2022 sur un avion de convoi congolais, accusant l'armée congolaise de violer son espace aérien. Le Rwanda et le Congo ont convenu fin novembre 2023 d'un accord. L'accord est négocié par les États-Unis pour réduire bilatéralement la présence militaire à leurs frontières, réduire les discours de haine et s'abstenir de tout effort visant à affecter le système politique de chacun malgré l'accord. L'animosité politique entre Kinshasa et Kigali s'est renforcée le 9 décembre 2023 lorsque le président congolais Félix Tshisekedi a comparé Paul Kagame à Adolf Hitler. Lors de cette résurgence du M23, l'Organisation régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, l'ACRF, a été le fer de lance des efforts pour mettre fin à la crise. Dessus par l'ACRF, Kinshasa a tendu la main à la SADC pour obtenir de l'aide. En février 2024, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que son pays déployait près de 3000 soldats dans le cadre d'un effort conjoint du SADC pour mettre fin au combat au Congo. Ces forces ont été déployées aux côtés des soldats du Malawi et de Tanzanie et aident les forces armées du Congo pour repousser le M23. C'est la fin de notre vidéo, merci et à la prochaine.